Jean-Michel Jarre, bonjour. Bonjour Yves. C'est un très grand honneur de vous avoir dans les locaux du Figaro et de pouvoir vous interviewer sur un sujet qui n'est pas simple, qui s'appelle le métavers. Et le métavers, c'est quoi? C'est un monde virtuel qui est créé par l'intelligence, le génie humain, on va dire, et qui touche tous les secteurs d'activité, de toute l'activité humaine. Alors ma première question, c'est très simple, Jean-Michel Jarre. Pourquoi Jean-Michel Jarre s'intéresse au métavers? Parce que on a trop souvent eu tendance en France à séparer la tech de la culture. Et en fait, c'est la technologie qui souvent dicte, la plupart du temps, dicte les styles. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, parce qu'on a inventé le cinéma qu'on a Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse. C'est Et parce donc, qu'on a inventé aussi la musique électronique qu'on a Jean-Michel Jarre? alors qu'on a inventé le synthétiseur, que des gens comme moi font la musique que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc on voit bien que la technologie et la culture sont intimement liées. Et aujourd'hui, Oui. on est à un moment de disruption, et les moments de disruption sont toujours une chance pour les artistes et pour les créateurs. Alors, vous avez dit, parce que vous avez beaucoup parlé, écrit, répondu à des questions sur ce sujet, et vous avez dit, attention, il faut vite que les Français et les Européens se jettent sur ce sujet, justement, parce que les Américains, eh bien, il ne faut pas laisser ça aux Américains. C'est ce que vous dites. Et vous dites d'ailleurs, d'une certaine façon, avec pas mal d'ironie, j'imagine, que Mark Zuckerberg a une vision un peu dépassée du métavers. Expliquez-nous pourquoi. Métavers, pour reprendre, vient de la racine grecque méta qui veut dire au-delà, du monde réel, au-delà de notre univers quotidien. Mais c'est aussi, tel que l'a défini Neil Stephenson, qui a inventé le mot, l'essayiste de science-fiction américain, ce sont en fait des univers, des planètes, en fait des univers qui sont interdépendants, reliés à un réseau, une sorte d'Internet 3.0, comme on l'appelle, mais qui sont indépendants. La vision de Zuckerberg est exactement l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un système hyper centralisé à la tête duquel il se voit. Et il est, de fait. Donc c'est de ça dont il faut se méfier. Et alors, il faut faire quoi? Alors, déjà, il faut déjà se prendre. On a laissé filer Internet il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, qu'on a quand même contribué à inventer. Ne refaisons pas la même erreur une deuxième fois. On a aujourd'hui toutes les forces nécessaires, les talents nécessaires, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan créatif. Et en fait, c'est une question de volonté. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans l'aéronautique. Quand on a développé Airbus, tout le monde rigolait en disant les Français et les Européens n'arriveront jamais à un leadership en matière d'aéronautique. Aujourd'hui, ça étonne plus personne. On est devant Boeing, personne n'en parle, c'est devenu quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu une volonté politique, il y a eu une volonté d'investir et de s'investir pour arriver à participer à cette souveraineté. C'est la même chose pour le métavers, c'est-à-dire que le métavers, c'est quoi? C'est l'Internet 3.0, le fait qu'on va pouvoir finalement arriver à toucher dans le domaine de la culture, mais c'est bien au-delà de la culture seulement, de nouveaux publics, une nouvelle manière de progresser, une nouvelle manière d'échanger, et c'est quelque chose qui est très important je sais que vous brûlez de me poser la question suivante, mais je termine ma phrase tout de même. Non, mais Voilà. Non, mais je vous voyais être vraiment très impatient, et je suis d'ailleurs très flatté d'ailleurs. Non, je vous en prie. Donc je termine simplement pour dire que c'est extrêmement important de ne pas devenir les Aztèques de Cortés 2.0, c'est-à-dire de devenir des colonisés numériques encore plus que nous l'avons été aujourd'hui. Et il y a pour cela l'idée de participer à la souveraineté. Ça ne veut pas dire d'être le souverain, mais de participer à cette souveraineté entre les Américains et les Chinois. Alors justement, les Américains et les Chinois sont susceptibles de pouvoir mettre des milliards de dollars là-dedans. Est-ce que, eh bien, il faut aussi que est-ce que nous, les autres Européens ou Français, on a les moyens de suivre ce mouvement-là? Absolument. Je pense que ce n'est pas seulement une question de quantité d'investissement, mais c'est une question de qualité d'investissement, c'est-à-dire investir à bon escient. Et là, donc il y a deux sujets très rapidement. On a souvent opposé
production et distribution. Et c'est vrai dans la culture en particulier, si on parle de la culture. C'est-à-dire le fait on aura toujours du jus de cerveau, on sera toujours capable de faire des émissions, des réunions comme celle-ci, de faire des films, de faire de la musique, de faire des créations graphiques. Le gros problème, c'est qu'il ne faut pas, dans l'avenir, ce qui a été un peu le cas ces dernières années, le garder sous sa cheminée ou être passé sous les fourches caudines de grands distributeurs qui en fait, fixent les tarifs et en même temps peuvent procéder à des censures pour des raisons idéologiques ou de programme ou de production nationale. Donc, il est très important de pouvoir avoir un contrôle sur les réseaux et sur les réseaux de distribution. Et c'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est d'avoir une maîtrise de ce qu'on appelle le cloud, d'avoir un cloud franco-européen. Et ça, c'est une question d'investissement. On a le jus de cerveau pour ça. On a les outils. Il faut mettre les moyens. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on doit développer avec l'Europe, dans le cadre européen? Je pense. Oui. Je pense que l'Europe est adaptée à ça. Je pense que la France a un coup à jouer. C'est en fait le fait d'être les premiers à mettre en place un vrai système lié au Web 3.0 et qui, parce qu'ils seront les premiers, parce qu'on serait les premiers, va devenir de fait européen. C'est-à-dire qu'il y a un double coup à jouer, mais évidemment, il faut le penser de manière collective. Alors, est-ce que vous, Jean-Michel Jarre, vous en avez parlé au président de la République, à la ministre de la Culture, Madame Abdul Malak, qui vient d'arriver d'ailleurs, mais qui, je crois, est assez pointue sur le sujet, hein? Absolument. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises au président, qui est absolument convaincu. C'est pas seulement une question de génération, mais c'est quelque chose qu'il a vu assez rapidement sur l'urgence d'investir massivement sur l'innovation. L'innovation dans le domaine de la culture, mais pas seulement. Le Web 3.0, ce qu'on appelle le métavers, ça va avoir des répercussions fantastiques sur le plan de la médecine, sur le plan de la formation, de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'avec nos cartes vitales, finalement, nos données sont aux mains de Microsoft. Tout ça, c'est cette dépendance croissante qu'on va avoir, notamment avec d'ailleurs plus avec les Américains dans un premier temps qu'avec les Chinois, qui sont moins obsédés par ce qu'on appelle le soft power ou le contenu, et qui sont plus axés sur le hardware. Ouais. Et donc je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on parle de hardware, c'est-à-dire des lunettes, des casques, etc., je pense qu'on a plus intérêt aujourd'hui à malgré ce que peuvent penser certaines personnes au Quai d'Orsay, de se rapprocher des Chinois plutôt que des Américains. Ah bon? Je pense que dans un premier temps, parce que les Chinois sont pas du tout, leur sujet, c'est pas du tout le contenu aujourd'hui. Leur sujet, c'est les infrastructures, c'est la maîtrise de la technique. Les Américains, c'est le soft power, c'est-à-dire c'est le contenu, c'est le fait d'avoir compris depuis les années 50 ou 60 que la culture est un formidable cheval de Troie, qu'il faut renverser la vapeur. C'est à nous d'être... le Web 3 aujourd'hui, ce moment de disruption dont je parle est une chance pour nous, parce que je pense que c'est une manière c'est une opportunité pour justement faire essaimer notre propre vision du monde, notre propre philosophie, et nous l'avons. Et vous avez dit quelque part aussi qu'il nous reste 2 ou 3 ans avant de vraiment... pour pas se faire doubler sur je dirais même 2 ou 3 mois, ou 2 ou 3 semaines. Enfin, je veux dire que, ouais. Comme le dit Elon Musk, d'ailleurs, sur un sujet un peu parallèle qui est l'intelligence artificielle, c'est peut-être déjà un peu trop tard. Ouais. Donc il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps. Et vous évoquiez aussi plutôt une bonne nouvelle pour la culture, qui est l'arrivée de Rima Abdul Malak à Rue de Valois. Rima Abdul Malak. Rima Abdul Malak, qui est formidable, qui comprend tous ces sujets que je connais depuis un moment et qui est vraiment quelqu'un qui comprend ces sujets, qui est capable de donner l'impulsion qu'il faut. Et puis, il y a une autre antenne qui est très importante sur laquelle on doit tous fonder les espoirs, c'est France 2030, qui est à la tête, organisation à la tête de laquelle se trouve Bruno Bonnell, qui est quelqu'un qui a une double casquette, il vient du monde politique. C'est une organisation qui a été mise au point par le président de la République pour les investissements d'avenir. Hein. C'est ça, pour tout ce qui est investissement d'avenir dans tous les domaines. Et je pense qu'il a une vision très claire des choses. Donc on a les gens qu'il faut. Et maintenant, il faut aller vite. Et il y a la volonté politique. Il y a la volonté politique, et surtout, il faut cesser, à mon sens, dans la philosophie des subventions, d'utiliser la technique du saupoudrage qu'on a trop utilisé en France, qui est en fait de donner un petit peu à tout le monde comme ça, et
Et finalement, ça ne donne rien. Il faut se concentrer sur certains sujets, sur certaines startups qui sont pertinentes aujourd'hui, efficaces, et se concentrer sur elles. Vous avez investi dans une start-up qui s'appelle Vroom. Non, je me suis investi. Je n'ai pas investi, je me suis investi. D'accord. Une start-up Ce n'est pas exactement la perpignanaise. même chose. Perpignanaise. Exactement. Vous travaillez toujours avec eux? Toujours, absolument. On s'est rencontrés il y a 3-4 ans et on a déjà fait un certain nombre réalisé un certain nombre de projets de concerts et qui à chaque fois ont été des premières aussi mondiales sur le plan technologique, notamment le concert dans Notre-Dame virtuel que j'ai fait pour le passage de l'an 2021, en fait. Dans Notre-Dame de Paris, d'ailleurs. Notre-Dame de Paris, avec cette idée qu'en plein Covid, il me semblait pertinent de célébrer à travers un bâtiment, un monument qui a été affaibli comme nous l'avons été nous-mêmes, de donner un signe d'espoir et de renaissance, et qui a réuni 75 millions de personnes, et ça grâce justement à une technologie entièrement française. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la télévision n'a pas tué le théâtre, l'Internet n'a pas tué la télévision ni le cinéma. Le métavers va permettre de promouvoir tous les arts sans les tuer, finalement. Absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'aller voir Jean-Michel Jarre, mais je veux le voir en vrai. Bah, je le verrai en hologramme. Comment ça va se passer? Non, je pense qu'il y a toujours un réflexe humain qui est le fait de se dire « hier c'était mieux, demain ça sera pire ». Si c'était le cas, on ne serait pas là en train de se parler. Donc c'est une chose qu'il faut écarter. Et vous faisiez référence au cinéma par rapport au théâtre. Au début des Frères Lumière, quand on projetait les images sur un drap blanc, les gens du théâtre regardaient ça avec une certaine condescendance en disant « mais ces gens qui s'agissent sur un drap blanc ne sont pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène avec un public physique comme on l'a d'ailleurs dans ce studio. » Et puis finalement, le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît et qui non seulement n'a pas affaibli le théâtre, mais comme vous le disiez, l'a renforcé. De la même manière, la télévision a renforcé le théâtre ou le cinéma en donnant accès à un public plus large à un répertoire qu'ils ne connaissaient pas. La même chose pour aujourd'hui le métavers et la réalité virtuelle qui va donner, par exemple, à toutes les jeunes générations passionnées des jeux vidéo une grammaire commune qui va leur permettre d'accéder à d'autres pans de notre culture. Et c'est comme ça que la technologie aussi évolue, je dirais, en parallèle, et qu'on évolue sur deux jambes entre les progrès technologiques et la manière de s'exprimer en tant que créateur. En ce qui me concerne, les concerts, pour moi, dans le futur, seront forcément différents. Ils seront plutôt hybrides, c'est-à-dire le fait de pouvoir me produire devant un public physique, réel, parce que rien ne remplacera jamais le plaisir d'être épaule contre épaule pour un opéra ou dans un musée, de visiter un musée, une exposition ou d'assister à un concert. Mais en même temps, l'idée, c'est aussi, j'allais dire, d'élargir la jauge. Pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons économiques, pour sauver des festivals qui ont du mal à s'en sortir et d'un seul coup de pouvoir s'adresser à un public plus large. Et puis aussi, surtout, il y a une dimension sociale dans le métavers. Le fait, par exemple, de le dernier concert qui était une avant-première de ce que je prépare pour le mois d'octobre, de mon nouvel album, on a fait une avant-première à Radio France. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le service public qu'on a pu beaucoup critiquer ces derniers temps. On ne rendra jamais assez hommage au service public qui est défricheur notamment en matière sonore, de son immersif. Ils ont inventé la FM, le son binaural, le son multicanal, etc. Donc, on a fait ce concert qui était en même temps à la fois physique, donc avec un public, et en même temps qui était retransmis dans un univers virtuel. Et à la fin du concert, je suis allé dans l'univers virtuel qu'on avait créé, et j'ai parlé avec donc des jumeaux numériques, donc un public représenté par leurs jumeaux numériques, mais c'était un véritable public, et on a échangé. Et il y avait là une fille qui habitait Manchester, qui était extrêmement volubile, très enthousiaste, qui avait dansé toute la soirée, etc. Et puis je me suis rendu compte, elle posait plein de questions, et je me suis rendu compte à la fin de notre échange que c'était une tétraplégique. Ah oui. Et que c'était la première fois qu'elle assistait à un concert de sa vie. Ah oui. Physiquement d'une certaine manière, à travers son jumeau numérique. Donc on voit bien qu'il y a une dimension sociale, il y a une dimension, le fait de pouvoir s'adresser à des gens qui peuvent être isolés pour des raisons sociales, géographiques ou de handicap, et qui, grâce à la technologie, peuvent arriver à se connecter à tous les sens du terme. Alors, Jean-Michel Jarre,
l'actualité de Jean-Michel Jarre, ça sera quoi? Un concert bientôt? Il y a un disque qui va sortir, Oui, il y a un un album qui concert, voilà, et c'est un concert qui sera en métavers alors? alors j'allais dire les 2, mon capitaine. Ouais, C'est-à-dire le fait de rien ne remplace le plaisir pour les artistes bien d'être sur sûr. une scène, mais en même temps aussi de pouvoir concevoir des choses qu'on ne peut pas concevoir dans le monde physique. Par exemple, dans le métavers, une chose très simple, il n'y a pas de gravité. Ça change tout. Par exemple, quand on imagine une scénographie, on peut faire des choses qu'on ne peut pas réaliser dans le monde physique. L'autre chose, c'est aussi le coût. C'est-à-dire qu'on peut réaliser à moindre coût des scénographies ou des environnements qu'on ne pourrait pas réaliser dans le monde physique. L'autre chose aussi, qui est importante à souligner très rapidement, c'est l'idée on se dit que la technologie est très énergivore et n'est pas très écologique, Écologique, oui. éco-friendly, on dit, Mmh. pour parler français. Ouais. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit absolument être soulevé aussi. Je pense qu'on pourra survivre au XXIe siècle sans philosophie de comptoir si on arrive à établir une harmonie et un dialogue entre écologie et technologie. Et aujourd'hui, le métavers, si on l'aborde de la bonne manière, peut être moins énergivore même qu'un spectacle physique, par exemple. Et puis l'autre chose aussi, c'est d'inclure le côté éthique. Je pense que ce qui différencie le chaos de la démocratie, c'est les règles. C'est Mmh. pas, et les règles, ça n'a jamais été mauvais. Et je pense que on a fait l'erreur d'être dans une sorte de Far West pendant le début des GAFA. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Je pense qu'il est urgent d'avoir un regard éthique sur la manière d'utiliser le métavers et aussi de pouvoir se dire qu'au fond, on a là aussi la possibilité de protéger la propriété intellectuelle qui est si chère aux Français et aux Européens. Et ma casquette de président de la CISAC, où j'ai milité très fort contre l'idée américaine de ce qu'on appelle le buy-out, c'est-à-dire le fait qu'on puisse acheter des œuvres comme on peut acheter un pot de yaourt ou un tube dentifrice. C'est quelque chose qui est absolument contre notre philosophie et notre égard qu'on doit avoir vis-à-vis des artistes. Et c'est aussi quelque chose, ce moment de disruption, de bascule, c'est un moment aussi pour nous, Français et Européens, de faire valoir aussi cette priorité du respect des auteurs, du respect des créateurs et de protéger la propriété intellectuelle. C'est quelque chose d'important et on a l'opportunité de le faire. Alors moi, j'ai souvenir, il y a quelques années, d'un concert, méga concert, à la Défense. C'était un été d'ailleurs, je crois. Le 14 juillet, pour Le être 14 précis. juillet, précisément, sous Mitterrand. Oui, c'est ça, oui. C'était sous Exactement. Mitterrand. 90, 91. Hein. Sous Mitterrand et coproduit avec Chirac. C'était Et un autre coproduit temps. avec Chirac, oui, exactement. Et il y avait des millions de Français qui étaient là. Ça donne quoi en métavers, ça, ce concert Ça coûte moins cher déjà. Ça coûte moins cher. Non, bon, au-delà de ça, je pense que on s'aperçoit que justement ces concerts qui ont pu avoir lieu à une autre époque, après le Covid, après ce qui s'est passé, le terrorisme qui est malheureusement toujours à nos portes, les grands rassemblements comme ça sont de plus en plus compliqués à réaliser. Et donc justement, la beauté du métavers, c'est de pouvoir se connecter avec un public extrêmement large, d'avoir une relation finalement beaucoup plus intime et beaucoup plus réaliste qu'on ne peut le penser. Le concert, on faisait référence tout à l'heure au concert que j'ai donné le Nouvel An l'année dernière Ouais. dans notre âme virtuelle. Finalement, au bout de 5, j'avais le trac en montant sur scène. C'est-à-dire que moi, j'étais physiquement au studio Gabriel, qui est un studio qu'on connaît Oui, bien, sur les Champs-Élysées. voilà, sur les Champs-Élysées, avec des capteurs. Et en fait, j'étais, moi, devant un public virtuel. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'étais en sueur, j'avais la même réaction qu'on peut avoir avec un public qui réagissait en direct, puisque les avatars qui étaient devant moi étaient des jumeaux numériques d'un vrai public. Donc finalement, tout ça va permettre justement de faire émerger des nouveaux styles de création, des nouveaux emplois, des jobs, des emplois de techniciens, d'ingénieurs, et puis aussi une nouvelle manière de concevoir des œuvres avec des styles qui n'existent pas encore et qu'on va découvrir dans les mois et les années qui viennent. Alors, c'est bien Jean-Michel Jarre qui est dans le studio, c'est pas son avatar. Il y a les internautes qui vont lui poser des questions. Jean-Michel Jarre, je vous présente
Adrien Bonjour Briand, Adrien. qui se fait le relais de ces internautes et qui va vous poser quelques-unes de leurs questions. Oui, bonjour Jean-Michel Jarre. Alors, on a un commentaire de G. Michel, donc sur le site sur l'éthique, justement, dont vous parliez à l'instant. Lui nous dit que tout ceci ne marche qu'avec une discipline de soi face à la vie en ligne. Ce sont ses mots. Alors, lui, il préconise une éducation au numérique à l'école. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez? Absolument, je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que on est en retard là-dessus. Je pense que et c'est encore une fois, ce sont des sujets qui sont qu'on doit porter. La France, l'Europe a toujours été en avant sur ces problèmes d'éthique. Et ce qui est formidable, c'est que il y a toujours un effet domino. On ne se rend pas assez compte quand on voyage à quel point le monde regarde la France et l'Europe, mais la France en particulier, dans tous ces domaines. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, dont on n'a pas parlé ici, mais en France, c'est que le président Xi Jinping, il y a 2 ans et demi, a dit quelque chose en interne, avec les gens qui étaient autour de lui, et il y en a beaucoup, en disant finalement il posait la question de savoir quel est le continent qui a le plus d'influence. Et donc les gens répondaient les États-Unis, ben non, la Chine, non, c'est l'Europe. Donc les gens étaient un peu interloqués. Et non, l'Europe et la France aussi en particulier, parce que il y a une légitimité historique en matière de culture et une influence culturelle qui est toujours là. Et le continent qui a la légitimité culturelle a en fait le pouvoir. C'est pas seulement le business qui compte, c'est la légitimité culturelle. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, parce que c'est très vrai, et je pense que là aussi, on a un rôle à jouer. On a un rôle, notamment depuis le droit d'auteur, depuis Beaumarchais. Ça a été très attaqué par Google. Finalement, on a gagné, d'une certaine manière. Et je pense que pour l'Internet 3.0, c'est extrêmement important de se dire que, au fond, Zuckerberg, en allemand, veut dire montagne de sucre. Et le sucre le sucre à grande quantité est mauvais pour l'homme. Donc, Et en fait, Xi Jinping, il parlait aussi, ils sont des grands experts du soft power. C'est comme ça qu'on change les choses aussi. Hein. Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'il y a certainement un intérêt à trouver des ponts avec la Chine sur le plan du hardware, sur le plan du matériel, de l'équipement. Et pour en revenir à la question, par exemple, en école primaire en Chine, on apprend le code comme on apprend une langue étrangère. Donc on peut imaginer ce que ça va être dans 15 ans si on ne réagit pas. Alors j'avais relevé également un commentaire d'un anonyme sur le site. Alors lui, il est intéressé, mais il nous dit c'est pas très beau. Le métaverse, au-delà de la technologie, vous qui êtes artiste, comment on peut faire pour rendre tout ça un peu plus attrayant? Alors je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la préhistoire du métavers, qu'aujourd'hui, les mondes virtuels, c'est comme le tout début du cinéma, quand les caméras marchaient même pas à 24 images, mais à 12 images. Et donc, on était dans les balbutiements de la technologie. Et ce qui va changer les choses, c'est le fait que la technologie s'améliore, parce que le marché va grandir. Et donc, il y aura une possibilité d'avoir des métavers et des univers beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus esthétiques qu'ils ne le sont aujourd'hui. Dernière question. Ouais, dernière question. Alors, toujours sur le site, c'est Louis. Alors, lui, il est un peu plus sceptique. Il nous dit ça ne parle pas à tout le monde. Si on rate cette nouvelle tendance, finalement, est-ce si grave? Est-ce qu'il n'y aura pas des laissés pour compte du métavers? Rien n'est grave. Ça aurait pu être un sujet de philo pour le bac de cette année, mais bac philo. Mais non, je pense que cette réflexion-là, c'est la même qu'ont pu se poser le Vatican au moment de Gutenberg, c'est-à-dire au moment de l'impression. Est-ce que c'est si important d'imprimer des livres pour que tout le monde ait le savoir? Je pense que ça l'est. Et donc je pense que de la même manière, ce moment de bascule technologique va nous permettre d'accéder à plus de connaissances et de démocratiser aussi les outils de formation et d'éducation. Donc oui, je pense que c'est important. Merci Adrien. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. Merci de votre éclairage sur quelque chose que tout le monde ne saisit pas encore complètement, mais avec laquelle il faut se familiariser et qu'il faut s'approprier aussi. Oui. Et vous savez, un dernier mot, mais il y a 30 ans, avec Internet, c'était la même chose. Les gens étaient très dubitatifs. Aujourd'hui, les gens sont addicts, sont presque drogués à l'Internet. C'est aussi quelque chose,
quand on parlait d'éthique, c'est aussi tout ça qu'il va falloir, Bien sûr. sur lequel il va falloir se pencher. Et ce n'est pas générationnel, contrairement à ce que on pourrait croire. Absolument. On va rendre l'antenne à Guillaume Roquette. Merci Guillaume, et encore merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce Merci. débat passionnant. Nous arrivons au terme de cet épisode du Big Bang consacré au métavers. Je voudrais remercier nos deux partenaires, Veolia et Google, grâce auxquels nous avons pu monter cet événement. Et puis vous dire que le Big Bang de l'économie, c'est pas fini. On va se retrouver demain matin, toujours en direct à 10h45, pour parler d'une des plus vieilles réalités du monde et qui pourtant est bouleversée elle aussi, c'est l'alimentation. Là encore, le choc technologique va complètement transformer les usages. On se retrouve donc pour cela demain matin, 10h45. Merci à tous.